radioj.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. L'étoile et le jasmin. Et c'est sur ce générique historique que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maya Naou. Maya, bienvenue dans le studio de Radio J. Merci. Après ces semaines qui nous ont paru des mois, on est très heureux de te recevoir à nouveau pour une nouvelle émission, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Josiane Sbero-Agna pour son livre L'école de l'exil, tribulation méditerranéenne, paru chez Ballant. Merci beaucoup, Lise. Oui, moi aussi, je suis très contente d'être là. Et juste une phrase pour remercier des tas de gens qui m'ont envoyé des messages vraiment très, très tendres après mon accident. Et vraiment, je suis très touchée. Voilà. Alors oui, je suis très contente de recommencer L'Étoile et le Jasmin avec ce livre de Josiane Sbero. Parce que dans cette période atroce que nous sommes en train de vivre, je pensais que c'était bien d'avoir ce livre-là. Parce que pourquoi ? Josiane, bonjour. Bonjour. Vous parlez, votre livre raconte votre parcours. Vous êtes une personnalité incontournable de la communauté, vraiment. Vous faites beaucoup, et on vous rend pas beaucoup parce que vous êtes par bons et par vaux. Je suis très contente avec Lise de pouvoir vous rendre un petit peu hommage parce que vous travaillez sans arrêt et pour la paix et pour l'éducation, pour rappeler qui vous avez été. Vous avez été chef d'établissement, donc votre vie a été consacrée à l'éducation, et vous avez toujours et l'intégration des jeunes de toute communauté, de toute religion. Et vous avez évidemment, alors vous avez eu les palmes académiques, vous avez eu plein de je sais pas quoi, mais plein de trucs comme ça. Ça veut dire récompenses. Ce que je veux dire, c'est qu'on a reconnu votre incroyable citoyenneté. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous avez fait du lien sans arrêt avec les communautés, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient juives. C'était votre truc, le lien, l'éducation, le lien, la culture. Josiane, votre livre, qui s'appelle L'école de l'exil, tribulation méditerranéenne, commence. Il y a deux grosses parties. La première partie, c'est votre naissance à Gabès et votre apprentissage à la Shomer HaTzaïr et Israël. D'accord ? Et le kibbutz. Et la deuxième partie, ce sera la France, et ce sera évidemment le retour en Tunisie, puisque vous épousez Raoul Sbero, le retour en Tunisie, Djerba, qui nous est très cher en ce moment, et le retour en France, comme beaucoup, tous les juifs tunisiens. Je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup, tous, sauf 1000 qui sont restés là-bas. Donc Josiane, racontez-nous un petit peu comment ça commence à Gabès, comment c'était la vie, parce que je vais vous dire un truc, Lise, qui m'a énormément frappée. J'ai lu sur Facebook hier, quand quelqu'un a mis que j'ai relayé 800 000 juifs des pays arabes ont été chassés ou exilés et les gens disent « Ah bon ? C'est un truc absolument inconnu. » Donc je suis très contente que vous nous retraciez. C'est peut-être, je dirais pas que c'est inconnu, moi. Je dirais qu'on veut pas savoir. On veut pas. C'est une autre histoire. Oui. Alors je vous remercie réellement de m'avoir reçu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est que ce livre est une réponse à une question. Alors, vous avez parlé de décoration. Oui, je suis chevalier de l'Ordre du Mérite, etc. Les décorations dont je suis le plus fière, mais largement la plus fière, c'est d'être Golden Golda, d'avoir cette décoration de Golden Golda que m'a remise le Parti sioniste mondial, et une petite décoration, toute petite décoration, en 95, remise par l'ensemble des communautés juives d'Île-de-France à Raoul et Josiane Sbero, en tant que bâtisseur de communauté. Donc Raoul Sbero, comme je le dis dans mon livre, Raoul Sbero ne fut pas une rencontre, il fut une évidence pour moi, qui m'a fait quitter le parcours du Collège de France, etc., vers quoi je me dirigeais, pour être à ses côtés, me battre à ses côtés. Quelle question m'a été posée ? Un petit garçon qui est mon petit-fils de Toulouse vient me voir un jour, à 13 ans, et il me dit « Mamie, des fois vous parlez en grec. Des fois, vous me dites que c'est de l'hébreu. Des fois, vous racontez une histoire en français, et vous éclatez de rire. Mais moi, je comprends pas la fin, vous me dites c'est du judéo-arabe. » Mais il tend ses petites mains et il me dit « Mais vous êtes qui ?» Et je sentais une angoisse. Il avait quel âge ? 13 ans. Ah ouais. Et là, j'ai réalisé que pour beaucoup de juifs, nous avons tellement voulu intégrer nos enfants,
nous avons intégré nos enfants, ils avaient un pied dans leurs racines. Mais nos petits-enfants, eux, étaient au-delà de la racine. Et on s'aperçoit qu'en fréquentant l'école, en écoutant la radio, ils se posent des questions, je suis qui ? Donc ce livre est la réponse à mon petit-fils que j'ai écrite d'une traite pendant la Covid et qui est resté, je faisais des photocopies, je distribuais à mes enfants, petits-enfants, depuis 3 ans. Ce livre existe depuis 3 ans. Il ne me venait pas l'idée de l'éditer puisque c'était une réponse familiale. Et j'avais dit à mes petits-enfants, quand je ne serai plus là, vous gardez dans vos armoires, mamie, vous comprendrez qui elle était. Et voilà qu'un soir, je reçois un appel, un mail, c'était le soir de Pessah, d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout. Chère madame, comme je distribuais les photocopies, je viens d'achever la lecture de votre manuscrit. Je vous avoue qu'il m'a profondément ému. C'est un véritable voyage en humanité. Les aspects charnels, historiques, affectifs, politiques, religieux, sociologiques que vous évitez, tous les goïms doivent avoir lu. Accepteriez-vous de signer un contrat aux éditions Ballant ? Je dis bien entendu que j'accepte. C'est évident. Ah, vous l'aviez quand même envoyé à un éditeur, alors. Je faisais des photocopies. Oui. Et j'ai une amie qui adorait, qui est orthophoniste, qui m'a connue au collège. Elle m'a dit, j'ai fait une 20aine d'exemplaires et j'ai distribué partout. Alors ça, c'est d'accord. la vie rêvée d'un auteur qui rêve d'être publié. Josiane, on va avancer. Quand vous... En fait, ce qui m'intéresse, moi, là, c'est de savoir comment vous avez rencontré la Chomère et comment vous vous retrouvez quand même au kibbutz Nekba. Parce que c'est là où Josiane a commencé sa jeunesse. C'est en ce moment... quand même. On parle beaucoup des kibbutzim, de la Bonim Dror et de la Voilà. Shomer HaTzaïr, malheureusement. Parce que c'est là qu'a eu lieu le massacre. Bien sûr. Donc, racontez-nous comment, en Tunisie, la Shomer HaTzaïr s'est implantée et vous vous êtes retrouvés au kibbutz Nekba. Donc en fait, Agabès, fille d'une famille particulièrement privilégiée, j'ai connu la vie rêvée sur une base militaire, d'enfants protégés, opulentes, etc. J'arrive à Sousse pour passer mon bac, parce que pour mon père, il fallait d'abord passer le bac avec ses 6 filles. Et là, j'ai 13 ans. Je découvre... Vous des passez le moments de bac à jeunesse. 13 ans ? Non, à 13 ans, à Sousse. Ah d'accord, pardon. Je découvre l'autre aspect de la colonisation. Oui. Agabès, c'était une base militaire française. Il y avait les Français et rien d'autre. À Sousse, je découvre 30% de mes camarades de classe qui sont musulmanes. Je n'avais jamais vu ça à Agabès. Et je découvre l'autre aspect de la colonisation française, ostraciste et tellement ouverte, tellement riche. Et là, je découvre qu'il existe des mouvements de jeunesse. Je demande à y participer. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je découvre un lieu où l'on m'apprend à réfléchir, à discuter, à aborder l'autre tel qu'il est, à le comprendre, à le connaître. Et parce que j'ai bien travaillé, mes parents m'offrent mon premier voyage en France, ne sachant pas dans quoi ils me mettaient. La Veïda internationale de la Shomer HaTzaïr mondiale. Ah oui. Je débarque à Fourchambault avec les C'était en Hachomers. quelle année En 55. Puisque l'année d'après, j'étais déjà au kibbutz. Ouais. Je débarque là, pour moi, la petite gabésienne, la petite soucienne, la gamine qui n'est jamais sortie de sa famille, c'est incroyable. Et je découvre ce que je dis dans mon livre, un homme mince, maigre, qui est là, qui se met à 4 pattes et qui nous met sur une petite serviette, un film avec une petite caméra. Mais cet homme, c'est Abba Kovner. Ah oui, Et d'accord. Abba Kovner coule dans mes veines depuis l'âge de 13 ans. Mais oui. Donc, je suis rentrée à la maison, c'était fini, j'étais déchaînée. Je vais partir. En 56, j'ai décidé de partir avec mon Garine. Et là, la force de la Shomer que l'on va retrouver ensuite dans mon travail de chef d'établissement, c'est que la Harshara que nous avons faite à Agen, cette Harshara, nous débarquons, nous sommes 35, alors qu'on pensait qu'il n'y avait pas de... préciser ce que c'est que la Harshara pour ceux qui Oui, savent c'est pas, vrai. quand même. Oui, oui. C'est vrai que Même moi, je traduis pas, c'est Bah, honteux. si, quand le même. problème de la Shomer, c'est qu'on parle très souvent Avec Alors, des mots oui, oui. hébraïques. Juste, Alors- l'Archara, c'est une préparation. Nous sommes dans une ferme à Agen, et là, on nous dit, vous êtes 35, vous devez, en 6 mois, montrer que vous êtes capable de produire. Donc, il y a un métayer français, Monsieur René, et là, nous appliquons tout de suite le socialisme. Nous mettons tous les garçons à la cuisine, et nous, les filles, dans les champs. Ah oui. 15 jours, on n'avait plus un vêtement à se mettre, parce que les garçons avaient tout fait bouillir, et nous, dans les champs. Donc, Monsieur René arrive, il hurle votre socialisme, votre communisme, avec des mots du lieu. Il a remis de l'ordre.
Voilà l'enseignement de la Shomer Hatzaïr. On vous donne les principes, on vous met sur le terrain, et avant d'aller au kibbutz, vous allez voir si ça correspond à une réalité. Donc, en 56, au petit déjeuner, j'apprends que c'est la guerre. Et là, le MAPAM, puisque nous étions quand même une filiation du Bien MAPAM, sûr. nous dit immédiatement, vous pliez bagages, vous vous dispersez à travers la France sans dire à vos parents où vous êtes, parce qu'ils pourraient venir vous récupérer. Incroyable. La Shomer nous apprend à cette distance par rapport aux parents. Pas dans la haine, attention, dans le respect, mais être responsable de soi. C'est extraordinaire pour un futur chef d'établissement Bien sûr. d'enfants immigrés. Donc nous sommes, et puis nous arrivons en Israël et nous sommes au kibbutz Negba. Mais qu'est-ce que c'est que le kibbutz Voilà. Negba en 55-56 ? La Shomer Hatzaïr et le kibbutz Artsi, qui appartient à la Shomer Hatzaïr, avaient l'habitude de créer ces kibbutzim le long des frontières dangereuses. Donc nous étions Negba, Karmia, Nir Oz, que tout le monde connaît hélas aujourd'hui. Hélas, oui. Nous étions la frontière tout autour de Gaza. Mais en 56, quand nous étions là-bas, c'était les Fedaïn, c'était pas le Hamas, c'était les Fedaïn, qui toutes les nuits venaient brûler les récoltes du kibbutz, venaient nous agresser. Je n'avais que 16 ans, mais j'étais pionnière. Donc la nuit, nous faisions la garde. Comment faisions-nous la garde en 56 au kibbutz ? Eh bien, on devait sortir des champs, être à la limite extérieure du kibbutz. Nous avions pour obligation ne rien dire à 100 mètres les uns des autres, ne rien dire et juste tirer un coup en l'air si on était attaqué, mais c'était quasiment une condamnation à mort à coup de couteau de toute façon. On le faisait, on tremblait de peur. Donc dans mon livre, je le raconte. Et nous n'avons pas beaucoup de temps de retour en Tunisie parce que mes parents, je ne les avais pas vus depuis 4 ans et mon père mourant. Avec hurlait. aucune communication entre les parents et vous. 4 ans, aucune Parce communication. qu'Israël n'existe Rien. pas pour les Tunisiens. Bien sûr, bien sûr. Terrible. Terrible. Alors, j'abandonne tout en Israël, je n'ai plus de souvenirs de nouveau, je reviens en Tunisie pour découvrir un pays où de nouveau, on ne dit pas Israël, on dit le Canada. Là-bas. On dit là-bas, on dit. Et là, à l'arrivée de mon séjour, je n'ai pas pu voir mon père vivant parce que je suis arrivé trop tard. Pour entrer en Israël, en Tunisie, je ne pouvais pas entrer en Tunisie avec des papiers israéliens. Donc, les sœurs de Saint-Joseph ont été extraordinaires. Elles m'ont adopté à Notre-Dame de la Caplette, au monastère. Elles m'ont fait une fausse carte d'identité française, comme quoi j'étais en France depuis 56, depuis les dates. Et avec ces papiers, je suis rentré en Tunisie. Mais là, premier séjour, je passe au commissariat. Et quelqu'un au commissariat me dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que votre patron, on l'a exilé ?» Exilé où ? Quel patron ? Je découvre qu'un homme qui était directeur d'école, qui s'appelle Raoul Sbero, qui s'occupait des étudiants juifs malgré les interdictions, on l'avait exilé à Djerba, dans un lieu où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas le Djerba d'aujourd'hui, attention, le Djerba 56-57. Et dans un lieu qui s'appelait Beni Magel, et que mon mari, ce qui est devenu mon mari, a surnommé Beni Maguel, tellement c'était difficile. Quand je suis allé lui rendre visite pour prendre à sa place le combat des étudiants juifs, j'ai rencontré un homme, un éducateur, un enseignant qui, à Djerba, avec des petits-enfants arabes, qui faisaient 6 kilomètres sans chaussures pour venir à l'école. Il avait fondé une coopérative. Il s'était entendu, ses enfants ne mangeaient que du pain et de l'harissa à la cantine. Raoul Sbero s'était entendu avec le boucher juif de la Hara à Djerba pour lui donner l'arrière des bêtes. Et pendant toute la présence de ce moudir, on dit moudir en arabe, les enfants ont mangé du gigot à tous les repas. Donc j'ai découvert avec cet homme, j'ai écarquillé les yeux, et moi qui travaillais à l'époque avec Duvigneau et on me faisait des propositions pour le Collège de France, etc., j'ai dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes dit qu'il fallait... Il fallait être à côté de cet homme. à côté Il de fallait lui. être à côté de cet homme. Le militantisme vaut largement les études. D'autant plus que les études, je suis tout à fait capable et en mesure, et je sais que j'étais brillante là-dessus. Il nous a fallu nous sauver en France. Je ne reviendrai pas là-dessus. Tout cela est raconté dans le détail dans le livre. Eh bien, en France, au bout de 5 ans de vie sans papier, on m'a enfin accepté à l'éducation nationale. Bac plus 5, propédeutique lettres classiques, élève de Marienstrasse, élève de Yankelevitch. On me dit, on vous veut bien à l'éducation nationale chez les enfants inadaptés. Je n'ai jamais vu un enfant inadapté. Il se trouve que cette période pour la France a été très importante, puisque j'ai beaucoup écrit dans ce livre aussi.
C'était le rapprochement des familles. Alors ce livre, attendez, on va le On montrer. va le montrer quand même. C'est le livre Ilan Halimi, Le canari dans la mine, préfacé par Ruth, sa maman. Et en fait, c'est un condensé de textes, dont l'un que vous avez écrit. Sur l'éducation nationale. Sur l'éducation nationale. Comment l'éducation nationale a été changée par cette affaire. Eh bien, à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était qu'un enfant inadapté. J'ai vu l'inspecteur d'académie qui me dit « On vous nomme à la tête de l'établissement ». J'étais très jeune. Qu'est-ce que c'est à la tête de l'établissement? Et là, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Il me dit, votre établissement sera ce que vous en ferez. Jamais aujourd'hui un inspecteur d'académie dit cela à un futur chef d'établissement. Eh bien, j'ai fait ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai vécu au kibbutz. C'est-à-dire que les méthodes pédagogiques du kibbutz sont une force pour des enfants. 30% d'enfants étrangers dans mon collège d'un seul coup. Eh bien, on m'a autorisé à créer une entreprise autogérée par les enfants pendant 30 ans. Ce que j'ai fait, nulle part ailleurs on a permis de le faire. On m'a filmé à la télévision sans arrêt. C'était en fait inspiré par les valeurs de la Shomerat Tzaïr. Shomerat Tzaïr et kibbutz. Et du kibbutz en général. Non, mais les deux. Oui, Les deux. absolument. Les Oui, deux. absolument. Kibbutz Artsy, évidemment. Oui. Eh bien là, ces enfants, alors là j'ai un très gros chapitre sur l'éducation dans mon livre qui fait beaucoup bonheur à tous les enseignants. J'explique comment ces enfants, d'abord, j'ai accueilli les parents en leur parlant arabe. Et quelle défenseuse de la laïcité, surtout. Oui. C'est ça aussi que vous avez C'est très inventé important. avant l'heure. dans C'est ce- très important parce que ces parents qui ne parlaient que l'arabe, on avait l'habitude de les recevoir dans les établissements scolaires avec un petit voisin de 10 ans français. Je disais au petit gamin, toi tu sors. Et je disais aux parents, on peut parler. Donc chez moi, les parents arabes ont été partie prenante avec mes élèves, complètement. J'avais 13 nationalités et beaucoup de pays arabes. Nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire je disais à ces gamins, jamais je ne te dirai travaille, demain tu seras riche. Parce que je sais qu'en tant qu'étranger, tu n'as pas confiance en demain. Nous travaillons aujourd'hui et tu seras riche. Nous avons gagné beaucoup d'argent. Ces enfants ont fait des voyages extraordinaires sans que les parents aient besoin de débourser un sou. J'ai placé 900 enfants étrangers dans le monde du travail. Je vis parmi eux, puisque dans ma commune, j'ai été élu plusieurs fois. Je vis dans cette commune. Je suis dans cette commune dans une tour de 12 étages avec énormément de maghrébins et autres. Nous ne faisons pas le vivre ensemble. Nous vivons ensemble, nous nous battons ensemble pour être côte à côte. Ils savent exactement qui je suis, ce que je suis, présidente de la communauté juive du Val d'Oise, de Saint-Leu-la-Forêt. Je n'enlèverai pas une once à ma personnalité, à mes combats. Je les maintiendrai. Je suis pour l'homme et ce livre, c'est exactement ce qu'il doit être. Vous avez eu, je le signale, vous avez eu 2 pages dans la Croix avant-hier. Votre communauté Oui. de Saint-Leu a eu 2 pages dans la Croix, ce qui est quand même assez rare. Oui. Et ils vous ont suivi pendant le Shabbat et pendant toutes ces... est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre immeuble depuis le 7 octobre? L'immeuble, c'est une tour de 12 Ouais. étages. Nous n'étions que des retraités français, secrétaires de direction, des petits trucs comme ça, enfin, des petits fonctionnaires en quelque sorte. C'est pas le Pérou, hein, cette tour. Eh bien, en 18 mois, pratiquement, nous avons 20 logements qui sont occupés par des propriétaires d'origine maghrébine, qui viennent de Trappes, qui viennent d'un peu partout. Et là aussi, j'avoue que je me régale. Je suis obligée de dire que je me régale. Parce que contrairement à certains habitants qui disent « oh là là, immédiatement, nous avons une famille de réfugiés libanais qui sont vraiment mes amis. Je vais chez eux immédiatement, je me charge de l'accueil, je m'occupe des problèmes qu'ils ont d'orientation de leurs enfants, etc. Nous nous tutoyons, nous vivons ensemble, nous nous invitons pour le café. C'est J'ai un beau recréé une message espèce de vie. d'espoir. Tout le livre est comme ça. Voilà. Josiane, vraiment, alors, L'école de l'exil. quelle conteuse, chez Ballan. quelle conteuse. Hein. Oui, Eh on bien, est... voilà. Et quand vous commencez ce livre, vous pouvez pas le lâcher. C'est un récit extraordinaire. Vous passez de Tunis à Gabès, vous passez au Kibbutz, vous passez à Paris. C'est un récit formidable. Je vous souhaite un grand succès, Josiane, parce que vous le méritez. Vraiment. Et tu répètes. Oui, tu répètes alors le titre. l'école de l'exil, paru chez Ballan, Josiane Sbero-Ania, un livre à se procurer de toute urgence, bien entendu quand vous le souhaitez. Josiane sur Radio J. Merci Merci Maya. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. ואנחנו שם הולכים
עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J.